Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Le 20 septembre dernier, le constructeur Volkswagen a reconnu avoir trompé pendant des années les contrôleurs américains sur le niveau d'émissions de pollution de ses véhicules diesel. La fraude d'ailleurs semble également confirmée en France. Au-delà de la fraude commerciale, toute cette affaire a relancé les interrogations sur la nocivité du carburant diesel, déjà accusé d'être un gros émetteur de particules fines. C'est à ce sujet que se sont intéressés ce matin députés et sénateurs de l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, avec notamment la sénatrice Fabienne Keller et le député Denis Baupin, avec une table ronde consacrée ce matin au niveau de pollution du carburant diesel et surtout comment on effectue les mesures de pollution, comment est-ce qu'on s'approche des conditions réelles d'utilisation de ces véhicules. Tout de suite donc, retour à cette audition. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de vous être mobilisés ce matin et de nous avoir rejoints pour cette audition publique ouverte sur l'état de l'art en matière de mesures d'émissions de particules et de polluants par les véhicules. Le principe vraiment de cette rencontre, de cette table ronde, c'est de croiser les analyses et les regards sur ce sujet qui est devenu évidemment un sujet d'actualité criante à la suite du scandale de Volkswagen, des mesures qui ne sont pas celles qui ont été publiées. Et puis, deuxième événement presque aussi important, je salue l'arrivée de Laila Aïchi, plus récemment, une découverte des processus de définition des normes par la Commission européenne, qui passe par la comitologie, et où la décision publique, le croisement entre les objectifs industriels et les objectifs de santé publique n'apparaissent pas comme étant structurés, de manière à ce que les objectifs d'intérêt général soient pris en compte à la hauteur de ce qui serait indispensable. Avec Denis Baupin, donc nous avons le plaisir de vous accueillir et de vous saluer. Ce qui est bien, c'est quand on démarre, ça fait arriver les derniers. Nous avons le plaisir de vous saluer et de vous remercier d'accepter de débattre à nouveau après un travail en profondeur que nous avons réalisé il y a 2 ans maintenant presque sur le véhicule écologique, avec l'idée à la fois de travailler sur les différentes motorisations, mais aussi sur la relation aux véhicules, sur les comportements des personnes, sur les propositions de solutions alternatives aux modes de transport individuels. Alors, les performances, que sont-elles en matière d'environnement? Elles découlent bien sûr des évolutions technologiques, mais aussi de normes élaborées par les pouvoirs publics. Ces normes ont évolué depuis une vingtaine d'années. Elles concernent bien sûr le CO2, mais aussi les NOx, les oxydes d'azote et les particules fines. On avait le sentiment que la situation était vertueuse et qu'au fur et à mesure du temps, les textes européens successifs, déclinant d'ailleurs pour l'essentiel des directives de l'OMS, permettaient d'améliorer les émissions des véhicules. Et puis, patatras, les mesures ne seraient pas ce qu'elles prétendaient être. L'affichage ne correspondrait pas à la réalité. Et vous le savez, jour après jour, l'ampleur des erreurs apparaît plus fortement, remettant en cause la fiabilité, le caractère robuste des évaluations qui étaient diffusées. Nos analyses que nous avons pu faire lors de notre rapport sur le véhicule écologique ont été plutôt confirmées sur le versant non pas des mesures mais des comportements. Je pense à la montée en puissance de l'autopartage, du covoiturage, la question des nouvelles attitudes face à la possession des véhicules ou des nouveaux choix des consommateurs moins attirés par des véhicules toujours plus puissants. Il nous faut néanmoins nous interroger sur ces normes et les conditions réelles de leur mise en œuvre. Comment dire, en quelque sorte, les comportements évoluent de manière plutôt intéressante, positive et favorable. La sensibilisation sur les questions de pollution est forte. Mais
Comment convaincre les consommateurs si par ailleurs ce sur quoi ils s'appuient pour décider de l'achat d'un véhicule ou d'un comportement en fait est du sable, hein. Ça ne correspond pas à une réalité en termes de la mesure de leur propre impact sur l'environnement. Ces normes, ces objectifs sont bien sûr stratégiques. L'OMS nous le répète souvent et Laila Aichi, sénatrice, a fait un formidable rapport avec Jean-François Husson, président. Elle en était le rapporteur sur l'impact de la pollution de l'air, l'impact économique. Madame le rapporteur, il y a des choses qui se féminisent un peu, ou la rapporteur, je ne sais pas comment tu... Oui, exactement, c'est un peu le dérapage que je craignais. Donc, Madame la rapporteure, prouvant l'impact considérable en termes économiques de cette pollution de l'air. Donc la mesurer est bien, ça vaut vraiment la peine parce que l'enjeu, il est un enjeu de santé et un enjeu économique. On sait bien que dans le monde dans lequel on est, quand on met des euros ou des dollars, ça a un effet encore plus fort. Donc notre objectif ce matin, c'est de comprendre comment les normes sont élaborées, comment elles sont mises en œuvre, comment elles sont mesurées, comment il y a des interactions régulières entre les chercheurs, ceux qui étudient cela de manière très scientifique et ceux qui le mettent en œuvre. Lors de la rédaction de notre rapport, on avait bien vu qu'entre les conditions réelles et les conditions théoriques, il y avait des écarts, mais on n'imaginait pas des écarts aussi considérables que ceux qui ont été affichés sur la base d'une triche, hein, sur la base d'un logiciel correcteur. Donc là, effectivement, il y a plus de limites. Mais néanmoins, cette question de la vérification des normes reste présente, hein, au-delà du logiciel. Comment s'assurer que ce qui est promis sera réalisé dans la réalité? On peut demander des efforts ou des adaptations à nos concitoyens si leur action est utile. Donc, vous avez vu le programme, 3 tables rondes, de très nombreux participants. La première, comment effectue-t-on les mesures de pollution? Comment approcher au mieux les conditions réelles d'utilisation? Deuxième table ronde, comment la filière automobile s'adapte-t-elle aux enjeux? Comment s'adapte-t-elle aux normes sanitaires et environnement? Et la troisième, comment pourrait-on assurer une surveillance indépendante de l'application des normes? C'est la question des contre-pouvoirs. Il n'y a pas de société mature et démocratique sans pouvoir et contre-pouvoir. On a d'ailleurs vu que dans le scandale Volkswagen, c'est bien un contre-pouvoir qui a été à l'origine de la révélation. Donc 3 tables rondes très riches auxquelles je vous propose de participer de manière efficace. C'est une petite règle du jeu, si vous le voulez bien. Chacun peut intervenir pour 3 minutes. L'idée étant de permettre à chacun d'entendre l'analyse des autres et puis de se donner un temps d'interaction et d'échange malgré le grand nombre d'intervenants inscrits. En tout cas, merci encore de nous avoir rejoints pour cette table ronde. Et sans plus attendre, je passe la parole à mon collègue Denis Baupin. Merci Fabienne. D'abord, te remercier Fabienne d'avoir pris l'initiative de cette table ronde parce que de fait, on a fait un long travail, tu l'as rappelé, pendant près d'1 an sur ce rapport sur la mobilité et sur le véhicule écologique. Et évidemment, au moment où le scandale de Volkswagen a démarré, c'était logique que nous prenions cette initiative aujourd'hui, d'avoir cette discussion, de réfléchir ensemble sur ce que, au regard de ce rapport, mais évidemment des événements intervenus depuis, nous pouvions dire dans la situation qui se pose aujourd'hui. Je voudrais dire sur cette matinée d'abord que nous avions invité Volkswagen, hein, et nous avons proposé à Volkswagen de venir et de leur donner le temps qu'ils auraient souhaité pour pouvoir s'expliquer et évidemment répondre aux questions qu'on pouvait se poser. Et ils n'ont pas souhaité venir. Bon, chacun a ses raisons, etc. Mais évidemment, ce n'était pas notre souhait que Volkswagen soit absent ce matin. Au contraire, nous aurions aimé pouvoir les entendre. Et excusez aussi Ségolène Royal, que nous avions invité, mais qui n'était pas disponible, mais qui a mandaté un certain nombre de personnes de ses services pour être présent ce matin pour le travail, pour écouter le travail, et évidemment participer avec nous, parce que il y a des enseignements à tirer de ce qui est en train de se passer pour la filière automobile, mais il y a évidemment beaucoup d'enseignements à tirer pour les pouvoirs publics. Beaucoup d'enseignements pour les pouvoirs publics parce qu'on est dans une situation quand même de crise de confiance.
au travers de ce scandale Volkswagen. Qui croire, quelle est la fiabilité des normes, quelle est la fiabilité des tests, quelle est la fiabilité de l'information qui est donnée aux consommateurs lorsqu'ils achètent des véhicules, et finalement, quelle est la capacité des politiques publiques qui sont mises en place non pas pour embêter les constructeurs automobiles, mais pour atteindre des objectifs en matière de qualité de l'air, pour atteindre des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi atteindre des objectifs de transparence vis-à-vis des consommateurs, pour que le consommateur, lorsqu'il achète un véhicule, soit clairement informé des performances de ce véhicule, à la fois en termes de pollution, mais aussi de consommation. Parce que dans ce scandale, il y a des conséquences évidemment sur la santé publique, sur le dérèglement climatique, mais aussi sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Quand on voit la récente étude qui a été faite par Autoplus sur près de 1000 véhicules et qui montre qu'en moyenne, la consommation des véhicules est de 40% supérieure à ce qui est affiché au moment de l'achat, on peut toujours nous dire oui, mais tout le monde savait. Enfin, tout le monde, on ne sait pas vraiment c'est qui tout le monde. Et en tout cas, le consommateur lambda qui va faire son achat et qui voit une consommation affichée et qui finalement peut penser que tout ça à l'aval des pouvoirs publics, quelque part, il est berné. Et quand en plus, dans cette même enquête, on nous dit que les véhicules les plus récents seraient ceux pour lesquels les écarts constatés, j'essaie de trouver des termes pas trop complotistes derrière ça, mais en tout cas les écarts constatés seraient les plus importants. Voilà, ça pose encore plus de questions sur la fiabilité de l'information qui est donnée dans une période où derrière cette capacité à pouvoir se déplacer, c'est le droit de la mobilité, c'est le droit à l'accès à la ville, c'est le droit d'accès au travail qui se joue donc pour les consommateurs. Donc c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas comme ça considérer cela du revers de la main. Et puis donc savoir en fait de qui a vraiment su qu'il y avait des trucages, qu'il y avait des écarts. J'ai produit hier une tribune dans Mediapart dans laquelle je pose un certain nombre de questions, notamment au travers d'un article qu'on a exhumé de Automoto en 2005. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, cet article mettait en évidence qu'avec un certain nombre de capteurs bien placés dans les véhicules, on pouvait être capable, je salue Jean-Yves Ledéo, le président de l'OPESC qui nous rejoint, qui était bloqué par des questions de train, si j'ai bien compris. Mais donc, on pouvait déjà, il y a 10 ans, savoir à peu près comment on pouvait détourner les tests, pas simplement en faisant de l'optimisation, comme nous disent dans ce terme particulièrement toujours intéressant, il y a l'optimisation fiscale, il y a l'optimisation en matière de tests. L'optimisation en général, maintenant il faut falloir se méfier quand on entend ce mot, ça veut souvent dire que finalement on n'est pas toujours dans quelque chose qui vise à la plus grande transparence. Mais donc comment se fait-il donc qu'on savait donc dès 2005 peut-être comment on pouvait truquer et que rien ne se soit passé pendant toutes ces années, et notamment de la part des autorités de contrôle. Et donc, au niveau européen, l'information circule comme quoi M. Potocnik, excusez-moi si j'écorche son nom, commissaire européen dès 2013, avait dans une note officielle alerté là aussi. Donc on a quand même des problèmes de fiabilité de l'information, de connaissance, et donc la nécessité qu'il puisse y avoir ce que j'appellerais un choc de transparence. C'est-à-dire que quand la confiance est à ce point dégradée vis-à-vis des consommateurs, c'est quelle capacité réellement à leur redonner confiance, comment on fait pour que vraiment ils croient à l'avenir, à ce que l'information qu'on leur donne sur la consommation comme sur la pollution. Et puis, je pense que, et c'est là que ça rejoint vraiment le rapport que nous avions fait, se pose la question de pourquoi les constructeurs en sont arrivés à truquer, entre guillemets, autant les choses. Est-ce que vraiment ils sont dans l'incapacité aujourd'hui de pouvoir respecter les normes qui n'ont pas été édictées, je le redis, comme ça pour le plaisir, mais qui ont été édictées pour des raisons de santé publique et de lutte contre le dérèglement climatique? Et s'ils ne sont pas capables, est-ce que c'est certains moteurs qui ne sont pas capables? Est-ce que c'est globalement l'ensemble des véhicules qui ne sont pas capables? Ça peut reposer des questions plus larges sur c'est quoi le véhicule dont nous avons besoin au XXIe siècle. Est-ce que le véhicule du XXIe siècle, c'est forcément le même que celui du XXe siècle?
Est-ce que le véhicule, c'est forcément le véhicule à tout faire, qui a été conçu pour emmener une famille en vacances et qui finalement est utilisé 99% du temps par une personne seule? Parce que est-ce qu'il n'y a pas un business model à réinventer sur l'utilisation des véhicules, sur la taille des véhicules, etc. Parce que les contraintes auxquelles nous nous affrontons, dans un monde dans lequel la mondialisation a conduit à ce que de plus en plus des milliards de personnes veulent accéder à la mobilité elles aussi, et je ne vois vraiment pas à quel titre on les en empêcherait, le modèle de ce qui avait été conçu pour une petite partie de l'humanité deviendrait inadapté pour le monde entier. En tout cas, j'étais à ma conclusion, chère Fabienne. En tout cas, voilà les questions que nous nous posons et sur lesquelles je pense que ce scandale Volkswagen peut être l'occasion de faire avancer les choses et sur lesquelles nous espérons donc que cette matinée, au travers de vos éclairages sur les questions de santé, sur les questions de regard citoyen et sur la part évidemment des constructeurs sur leurs propres enjeux industriels à prendre en compte, vont pouvoir nous éclairer. Madame la Présidente, je te recède le micro. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci beaucoup, cher Denis. La parole est à Monsieur Ledéo, notre président de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Et technologiques. Merci beaucoup. Excusez-moi d'être un tout petit peu en retard, mais c'était prévu parce que le train de Nancy arrive à 9h moins 10, donc il faut le temps d'arriver au Sénat. Donc, je me félicite de cette nouvelle audition. Les deux rapporteurs de l'Office sur les nouvelles mobilités ont souhaité que cette audition ait lieu par la suite, dans un contexte où il y a des commissions d'enquête parlementaires. Et c'est pour cela qu'on s'est, comme vous avez vu, limité aux questions technologiques sur l'état de l'art en matière de connaissances. Et ça vient dans un contexte que vous connaissez tous, qui est le contexte d'une fraude permise par des moyens technologiques inédits. Alors je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez dû en parler, vous avez tous en parlé ce matin, et les journaux en ont parlé. C'était quand même assez imaginatif quand on voit comment on pouvait effectivement faire basculer les conditions de contrôle quand il y avait des tests. L'évaluation qu'on a, c'est que la réévaluation qu'on fait, c'est que si jamais il n'y avait pas eu, s'il y avait eu des émissions au réel niveau, au niveau de performance des moteurs, on serait passé de 5800 tonnes de NOx qui étaient prévues, calculées, les ingénieurs avaient calculé ça, aux États-Unis, à 14 200 tonnes. C'est-à-dire qu'il y aurait eu plus de NOx dans l'atmosphère, où il y en a eu plus que ce qui était prévu. Le deuxième point, c'est le contexte dans lequel survient cette affaire. Le secteur automobile est depuis longtemps habitué à se conformer à des normes, et il y a même une co-rédaction des normes, une co-discussion. Vous êtes à la 6e génération de normes, donc vous savez, pour ceux qui sont du secteur automobile, que c'est quelque chose d'important. Et le message qu'on entendait de votre part, quand l'Office parlementaire vous auditionnait, c'était un message unanime et modéré qui consistait à déclarer que le plus important était de savoir ce que vous devriez faire à moyen terme, c'est-à-dire qu'on vous fixe la feuille de route, et ça paraît normal quand on est industriel. Donc cette affaire survient à un moment crucial, et moi je poserai deux questions à partir du moment où on est dans le cadre d'un contrôle technique. La première, c'est le principe d'élaboration en commun de normes. C'est a priori satisfaisant car ça permet de trouver des solutions techniquement applicables et économiquement supportables. Mais ça doit être complété par un autre principe. L'application des normes doit être contrôlable et contrôlée de manière la plus indépendante possible. Ça suppose bien sûr de maîtriser la technique, mais de maîtriser une technique compliquée à maîtriser qui est celle des logiciels. Et quand on sait que le numérique va jouer un rôle de plus en plus important dans l'usine du futur et dans tous les secteurs industriels. Et cela suppose de maîtriser les logiciels utilisés et de mettre en place de nouvelles formes de gouvernance. C'est l'objectif fondamental de cette audition publique. Le rôle de l'OPES est de mettre en avant des solutions technologiques qui peuvent permettre de résoudre des problèmes souvent complexes. Nous sommes totalement dans ce schéma
puisqu'il faut mettre des instruments de mesure des performances capables de rendre compte des conditions réelles d'utilisation des véhicules. Ça, c'est le point important, la mesure de la performance réelle. Certaines associations le demandaient depuis longtemps. Je viens de faire un rapport sur les freins à la rénovation thermique du bâtiment. On est dans un secteur totalement différent de l'automobile. Et on est exactement dans la même problématique. On donne des aides, on se fixe globalement nos objectifs en fonction de calculs d'ingénieurs, et les ingénieurs, c'est important. On fait partie, un certain nombre d'entre nous, de cette catégorie, en tout cas au niveau de la formation. Mais c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Car si jamais on ne mesure pas la performance réelle dans les conditions d'utilisation, dans le bâtiment comme dans l'automobile, eh bien, on arrive totalement à côté des objectifs qu'on s'est fixés. Et comme ça se répète, comme on voit que dans des secteurs différents ça se répète, on n'insistera jamais assez sur le fait de ce que nous demandons aujourd'hui très fortement à l'OPEST. Et je pense que les rapporteurs le reprendront dans leurs conclusions. En tout cas, on discutera en commun des conclusions des rapporteurs. Je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut aborder les problèmes à résoudre de manière globale, en prenant en compte les diverses sources d'émissions polluantes, en fixant des objectifs pour chacune d'entre elles, en intégrant dans notre réflexion les conséquences qui en découleront. Quels équilibres peut-on, par exemple, trouver entre moteur à essence et moteur à diesel pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans la COP 21. Et je voudrais juste maintenant terminer en rendant hommage au travail des deux rapporteurs qui ont déjà travaillé sur cette question, en souhaitant un bon travail aux rapporteurs des commissions d'enquête de nos chambres qui vont travailler sur ce sujet. Et je crois que ce que vous m'aviez expliqué, c'est qu'on va essayer d'être complémentaires et de pas travailler sur un sujet qui est un sujet très très précis et qui fait partie de nos missions. Je vous rappelle les règles de nos auditions. C'est une intervention de 3 minutes. Ça ne signifie pas que vous ne reparlerez pas et ça permet d'avoir un dialogue. On a, à l'Office parlementaire, essayé de mettre en place cela depuis de nombreuses auditions maintenant. On a innové sur un certain nombre de points et je crois que ces points permettent à un moment donné le dialogue et permettent dans le dialogue à chacun de pouvoir s'exprimer. Tout au long de la présente audition, et pour la première fois, il y aura la possibilité pour les personnes présentes dans cette salle ou pour tout intervenant extérieur de prendre part au débat au moyen de Twitter. Ça, c'est une nouveauté d'aujourd'hui. En tout cas, quelquefois, l'évolution est plus lente à l'Assemblée nationale ou au Sénat que dans des organismes extérieurs, mais on l'a mis en place comme on a été les premiers à faire les hearings, un peu comme aujourd'hui, qu'on appelle les auditions publiques, collectives et contradictoires, où chacun peut s'exprimer pour essayer, en amont de la législation, eh bien d'essayer de prévoir comment devrait évoluer la législation ou la réglementation. Par ailleurs, apparaîtront de temps à autre sur les écrans des éléments de contextualisation tirés de rapports officiels, parlementaires ou autres. Je vous demanderai d'avoir aujourd'hui, pour cette initiative originale, une certaine indulgence, puisqu'il s'agit de tester une nouvelle forme de débat. Cette innovation a été souhaitée par les rapporteurs et je les félicite parce que finalement, ça montre que dans nos chambres respectives, on doit essayer de favoriser l'innovation. Bon travail ce matin. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là. Merci beaucoup. Elle a été la rapporteure d'un rapport très très remarqué sur l'impact économique de la pollution de l'air. Je passe la parole à Laïla Haïfi. Tu peux parler de ta place. Merci Fabienne, merci aux organisateurs, à Jean-Yves, Denis et Bruno pour cette initiative qui s'inscrit effectivement dans le prolongement du rapport que nous avons fait, notamment avec mon collègue Jean-François Husson, sur le coût économique et financier de la pollution de l'air et plus précisément sur le coût de l'inaction. En fait, très rapidement sur la genèse,
Je m'étais dit, à titre personnel, puisque j'ai été une des premières avocates à avoir attaqué l'État pour des problèmes de pollution de l'air il y a plus d'une quinzaine d'années, où dans notre pays, notamment sur la question du diesel, on a du mal à avancer. On s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui ne tournait pas rond dans notre pays, puisque, quels que soient d'ailleurs les gouvernements, de gauche et de droite qui se succèdent, la question environnementale et sanitaire est souvent négligée, sous-estimée et mise en avant, et surtout en parallèle avec le chantage que nous connaissons parfaitement, le chantage économique et à l'emploi. Alors, je m'étais dit, en fait, compte tenu du fait que, globalement, dans notre pays, on a peu d'appétence pour la question environnementale et sanitaire, peut-être que si on fait la démonstration que non seulement nous sommes dans une aberration sanitaire et environnementale, et également dans une aberration économique, peut-être que nous arriverions à changer de paradigme, à changer de réflexion et à impulser une dynamique pour que, collectivement, nous travaillions pour améliorer la qualité de l'air. Nous arrivons donc le 15 juillet à l'issue de la commission d'enquête avec un coût évalué, et j'insiste sur ce point, 101,3 milliards d'euros, qui est largement sous-estimé, pour la simple et bonne raison que sur ce coût, qui se divise à peu près en deux, 97 milliards qui sont affectés au coût sanitaire à proprement parler, et les 4,3 milliards restants étant l'impact de la dégradation du rendement du blé du fait de l'ozone. On a simplement ces montants. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous n'avons pas fait de recherche sur l'impact sur les autres produits agricoles. On ne connaît pas le montant. On ne connaît pas non plus l'impact de la dégradation, l'impact économique de la dégradation de la qualité de l'air sur l'eau. On ne sait pas faire parce qu'on n'a pas fait les recherches sur ces questions. Sur l'aspect sanitaire également, j'insiste là-dessus parce que l'étude que nous avons retenue était la plus exhaustive. Elle retenait que 6 polluants, alors même que la Commission européenne, l'Europe d'une manière générale, considère qu'il faut analyser à peu près 85 polluants. Donc on est largement en deçà de ce coût réel. Et pour en revenir au sujet qui nous concerne aujourd'hui, notamment sur la manière dont on peut réfléchir sur la façon dont on peut élaborer les normes au niveau des constructeurs automobiles particulièrement, ce que j'ai pu observer dans l'ensemble des auditions qu'on a pu faire, c'est que si au départ les pollueurs d'une manière générale contestent et résistent sur l'influence que peut être le législateur, l'exécutif, ils ont tous salué d'une manière à demi-mot ou clairement sur la force de la norme et sur la force de la réglementation. Donc je pense que c'est important de le redire parce que même si ces mêmes pollueurs œuvrent de manière certaine sous forme de lobby justement pour ne pas avancer sur ces questions. C'est quand même un levier qui est extraordinairement important, qui est reconnu de tous. Les chercheurs que nous avons auditionnés, qu'ils soient de la partie économique, plutôt scientifique, ou les pollueurs eux-mêmes, ont considéré qu'à chaque fois que nous avons progressé en amélioration de la qualité de l'air et dans l'amélioration de l'environnement d'une manière générale et sur les questions sanitaires, c'est grâce aux normes, c'est grâce à la loi. Donc je pense que c'est important de le dire, surtout ici au Sénat, et que c'est un travail collectif avec des sénateurs et des députés, et qu'il faut continuer à travailler sur ces questions de manière forte. Alors, il ne s'agit pas non plus de faire, j'aime pas particulièrement cette expression, mais de l'écologie punitive. Il faut impérativement faire de la pédagogie, œuvrer. Et en revanche, ce qui ressort également du scandale de Volkswagen, c'est qu'on se retrouve... je trouve que ce scandale est absolument sidérant, affligeant pour une entreprise d'une telle envergure, de renommée internationale, qui est si peu citoyenne, qui investit autant d'argent pour construire de la tricherie. C'est quand même lamentable. Mais pourquoi a-t-elle pu le faire? C'est parce que aussi nous n'avions pas le système adéquat pour pouvoir répondre et contrer à ces fraudes. Nous n'avons pas non plus d'organisation administrative indépendante qui assurerait une indépendance des contrôles. Et ça, ce sujet peut se décliner dans l'ensemble des questions qui nous concernent au niveau environnement et santé. Ça ne concerne pas que l'automobile, mais on peut le décliner au niveau de la sécurité des médicaments, etc. C'est une vraie question. C'est une vraie question en termes de sécurité pour nos citoyens. C'est une vraie question pour l'avenir de notre pays et de l'amélioration d'une manière générale et de notre environnement et de l'amélioration des questions sanitaires, parce que nous sommes aussi dans des conflits d'intérêts qui sont réels et qui posent question. Parce que, évidemment, l'affaire Volkswagen, si nous avions été peut-être dans un système un peu plus indépendant, on aurait peut-être évité cette question. Je finirai sur 2 points. Le sujet des tests
et je pense que c'est important de le dire, sur l'indépendance des tests et sur la fiabilité, avait été souligné ici même dans cette salle lors de la commission d'enquête que nous avons faite. Ça a été souligné, mais les différentes personnes que nous avons auditionnées n'étaient pas très très claires sur la question. On sentait qu'il y avait une forme de malaise. Et dans le même temps, là encore une fois, dans cette même salle, j'ai quand même entendu des constructeurs qui niaient l'impact sanitaire du diesel en termes de santé. Quand vous êtes de l'autre côté, c'est assez... ça fait peur, en fait. Il faut quand même dire les choses. Qu'on soit capable de mentir sur des questions qui sont avérées, démontrées. On se dit que dans notre pays, les choses ne tournent pas rond, qu'on marche quand même sur la tête. Encore une fois, il ne s'agit pas de sanctionner, mais de travailler ensemble pour améliorer la qualité de l'air. C'est le premier impact sanitaire selon l'OMS, c'est la dégradation de l'air et celle qui est l'impact environnemental qui a un impact sanitaire le plus fort au niveau international. Il est important qu'on réfléchisse collectivement, qu'on trouve des solutions ensemble. Il ne s'agit pas d'opposer, mais le nœud du problème est aussi là. C'est que quand on imagine le véhicule propre, le véhicule le moins émissif ou le véhicule de demain, en imaginant un autre modèle économique, évidemment, on se trouve à une résistance au changement, parce que c'est aussi mettre en difficulté des business plans déjà parfaitement établis. Nous sommes dans un rapport de force, c'est aussi ça la réalité. Il faut que nous trouvions les voies et moyens pour qu'ensemble, nous travaillions pour avoir un système indépendant, de sanctionner des comportements fautifs tels que Volkswagen, parce que c'est totalement inacceptable et inadmissible, parce que ça a un impact sanitaire. Les premières victimes, ce sont nos concitoyens. Ça a aussi une forme de concurrence déloyale absolument non négligeable. Donc encore une fois, et je finirai là-dessus, il ne s'agit pas d'accabler tel ou tel, mais de travailler ensemble pour être dans un système qui enfin retrouve le sens, tout simplement le sens commun, pour l'intérêt de tous, pour l'amélioration de notre environnement et l'amélioration de nos santé pour notamment les générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Laïla. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Madame Marianne Frison-Roche, professeure de droit économique à l'IEP de Paris, pour une introduction. Merci beaucoup. J'avoue que je suis un peu étrangère à cette discussion et je vais apprendre beaucoup. Pour ma part, je suis professeure de droit des marchés régulés et donc j'ignore beaucoup de la technicité de ce débat. Mais en vous écoutant, il y a déjà beaucoup de vocabulaire que je connais déjà et je suis très étonnée de le retrouver. Beaucoup de problématiques que je reconnais tout à fait, les tests, l'indépendance de celui qui contrôle, la crise, sans doute le risque, le scandale, mais ça, c'est la banque et la finance. Tout ce que vous êtes en train de décrire, c'est ce qui est arrivé en 2007. C'est tout ce que les régulations bancaires et financières a déjà mis en place. Et vraiment, là, alors là, je suis comme un poisson dans l'eau et peut-être, si je peux me permettre un conseil, peut-être ce serait un conseil à prendre que d'aller regarder du côté de la banque et de la finance, parce que l'on a dit que ce qui est arrivé en 2007, c'est la faillite complète de la régulation et des normes. C'est parce qu'en matière de banque et de finance, les normes ont été totalement inadaptées, que les banques ne les ont en rien respectées, qu'il n'y a eu aucun contrôle sur le respect effectif des normes, que les États-Unis, parce qu'ils nous ont importé la faillite complète de leur système et que c'est l'Europe qui a tout payé, que nous sommes aujourd'hui dans cet état. Donc peut-être que c'est à partir de ce secteur-là que votre propre souci pourrait trouver meilleure satisfaction. Parce que si je peux faire deux remarques peut-être plus générales. En réalité, tout est norme. Ici, vous étudiez les normes techniques, mais lorsqu'on le regarde, les secteurs régulés, on voit qu'il n'y a pas de différence entre une norme législative, une norme de décret,
une norme constitutionnelle, une norme technique, ce qu'on appelle le hard law ou bien le soft law. Tout est norme, tout se mélange. De la même façon, nous le savons bien, une norme française, une norme européenne, une norme américaine, une norme chinoise, tout se mélange. C'est-à-dire que nous sommes en guerre des normes. Si nous sommes en guerre des normes, alors il faut savoir, vous parliez très justement de l'impact économique des normes, mais voyons comment le conçoivent les Anglais. Les Anglais conçoivent avant tout les normes techniques. Et les normes techniques en matière financière, ce sont les normes de la City, et elles contribuent beaucoup à ce que la City règne sous le monde de la finance mondiale. Or, parfois, je lis certains textes, souvent émanés de vos hautes assemblées, disant qu'il y ait une financiarisation de l'économie, une financiarisation mondiale de l'économie. Oui, ça vient de la City. Et la City, elle est tenue par des normes techniques conçues par les Anglais. De la même façon, les normes techniques américaines, elles sont conçues, par exemple, avec une telle collaboration avec Google, les normes numériques, techniques sur l'audiovisuel. Elles sont conçues même pas en collaboration, en intimité, avec le souci du développement de l'économie que le politique a à cœur, on va dire ça comme ça. Quand on voit la porosité entre l'industrie américaine, les normes techniques, et là, quand vous avez cette porosité, la question du contrôle ne se pose plus. Car soit vous avez une distance dans ce qui est une conception louable de l'impartialité entre celui qui est norme et met les normes, celui qui est assujetti aux normes avec cette distance, et du coup cette question essentielle de la capture du contrôleur, de la connaissance du contrôleur, de ce qui se passe dans la réalité, de la sanction éducatrice de celui qui doit les suivre. Que de soucis. Mais quand vous êtes Google, celui qui a une telle intimité, il n'y a plus de problème de contrôle. Et là, vous pouvez régner sur le monde parce que les normes techniques, vous les portez en vous. Alors, peut-être que le politique n'a pas à avoir souci du déploiement économique de ces entreprises. C'est possible. Mais les normes techniques ne sont pas à l'extérieur des produits ou des entreprises. Non. Les normes techniques, elles sont dans les produits, elles sont dans le réel. Elles ne sont pas à l'extérieur du réel et ensuite mises dans le réel. Non, elles en font partie. Et ça, heureusement que l'Europe, en matière bancaire et financière, l'a compris. La crise financière en 2008 a été telle qu'en 2010, l'Europe a dit non, nous n'allons pas sombrer alors que la crise, elle est venue des États-Unis. Non, cette fois-ci, non. Nous allons construire des normes bancaires et financières qui seront les nôtres. Et le Parlement français a pris une loi qui a défini la banque à sa façon, parce que les Anglais et les Américains ont pris des normes techniques qui correspondent à leur structure bancaire à eux. Aux États-Unis et en Angleterre, il y a, du point de vue économique, d'un côté des banques d'affaires et de l'autre côté des banques commerciales. Et du coup, techniquement, on a dit, alors, du point de vue déontologique, et je m'arrêterai là, du point de vue déontologique, il faut qu'il y ait d'un côté les banquiers d'affaires, de l'autre côté les banquiers commerciaux. Oui, ça correspond à leur structure bancaire.
Mais ils ont dit, ça, comme c'est de la déontologie, il faut que ce soit mondial. Oui, ça avait juste vocation à détruire la structure bancaire européenne. Et heureusement, la sagesse du Parlement européen et français a été de refuser. Donc, surtout, ne croyez pas que les normes techniques soient techniques. Ce sont des normes politiques. Merci beaucoup pour cet éclairage et bravo. Voilà, je vous propose maintenant d'aborder la première table ronde. Comment effectue-t-on les mesures de pollution? Comment approcher au mieux les conditions réelles? Que cherche-t-on à mesurer? Alors on est tout perturbé par, par vos réflexions sur les normes. Hein. Comment fixe-t-on le niveau acceptable à un moment donné entre les particules fines, les NOx, le CO2? Quels objectifs assigner aux constructeurs? Quels sont les instruments de mesure? Parce que c'est bien d'avoir un objectif de mesure, mais encore faut-il être capable de le mesurer. Ces instruments de mesure sont-ils pertinents, efficaces? Quel est leur degré de fiabilité? Existe-t-il un consensus des scientifiques à ce sujet? Et enfin, la question centrale, comment explique-t-on les écarts importants entre les mesures sur banc et les mesures en situation réelle? Une petite parenthèse, nous sommes à 3 semaines de la COP21 et ce n'est pas inintéressant de voir que ce sont les mêmes sujets. Hein, le débat actuellement dans la COP, c'est que les émissions de CO2 soient mesurables, vérifiables et également qu'elles évoluent dans le temps hein, en fonction des émissions. Mais enfin, c'est un sujet de fond dans le domaine de l'environnement que la fiabilité hein, de ce qui est affiché et des objectifs partagés. Alors, je propose aux personnes qui sont inscrites à cette table ronde, ceux qui souhaitent s'exprimer, de lever la main et on fait circuler la parole. Voilà, monsieur, c'est parti. Monsieur Bernard. Merci, madame. 2 minutes 30. 2 minutes 30. Très bien. Merci, madame Keller. Je remercie aussi monsieur Le Déaut et monsieur Beaupin président d'Airparif. de cette invitation. Je suis effectivement le président d'Airparif. J'ai avec moi Frédéric Bouvier, qui en est le directeur et qui est l'ancien directeur du laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air et qui se fera un plaisir de répondre éventuellement à des questions techniques. Très rapidement, Airparif est donc une association agréée chargée de mesurer, de surveiller et d'informer sur les questions de pollution de l'air. C'est aussi une association indépendante. Ça a été dit un petit peu par madame Frison-Roche. Des fois, il est intéressant de faire des retours en arrière. Les associations de surveillance de la qualité de l'air qui sont indépendantes, qui ont un conseil d'administration avec des industriels, des associations de protection de l'environnement, des collectivités locales et naturellement l'État, ont été mises en place dans les années 90 suite à des polémiques qui sont assez voisines de ce que l'on connaît actuellement, polémiques sur quel était l'air qui était respiré et comment il était mesuré. Et à l'époque, il y avait effectivement sujet à polémique dans les années 90 qui ont mené la création de ce type de structure indépendante pour donner confiance à la population et par la suite qui ont amené la loi sur l'air dans fin 95. Ça faisait suite aussi aux polémiques qui avaient eu lieu sur le nuage de Tchernobyl. Là, on peut remonter aussi en arrière de savoir s'il était passé ou pas et qu'est-ce que l'on avait pu, comment les populations avaient pu être impactées, qui ont amené effectivement cette logique. Et de facto, il n'y a plus trop de discussion actuellement sur la qualité de la mesure qui est fournie par les associations de surveillance de la qualité de l'air en France. Par exemple, en Angleterre, c'est pas du tout le cas. Il y a encore des très fortes polémiques sur ce qui est donné par les pouvoirs publics en termes de qualité de l'air et d'exposition des populations. Donc ça me semblait intéressant de souligner qu'il existe, suite à des polémiques voisines de ce qui est sorti avec le scandale Volkswagen, qu'il y a eu des polémiques de ce type dans les années 90 et qu'elles ont amené effectivement des structures indépendantes contrôlées par tous les acteurs de la pollution d'air. Je ne m'étendrai pas sur ce que fait Airparif, je crois que tout le monde le sait. On mesure les polluants réglementés, les polluants non réglementés. Nous disposons d'environ 360 000 points de calcul pour la pollution de l'air qui sont donnés et validés par tout notre système de modélisation. Il faut savoir que maintenant, ce qui compte quand on mesure la qualité de l'air, c'est la modélisation parce que c'est elle qui permet ensuite de mettre en place des politiques publiques. La mesure même des polluants
donne que peu d'indications sur l'origine des polluants et sur la traçabilité et comment on peut intervenir dessus. Il faut de la modélisation, c'est l'essentiel du travail que fait Airparif, avec une résolution sur l'Île-de-France d'environ 7 millions de points. Voilà, donc pour être toujours très court, il faut bien distinguer la mesure de l'air ambiant, c'est-à-dire ce qu'on peut mesurer avec des capteurs, que ce soit des microcapteurs, que ce soit les capteurs d'associations de mesures, qui ne donnent donc aucune indication, et les émissions. Ce qui nous importe, nous, c'est de pouvoir bien définir les émissions de polluants pour savoir sur quoi il est possible d'agir. Enfin, nous, on donne des conseils sur ces questions-là. Or, sur les véhicules, il nous manque un élément essentiel. Bien sûr, on fait des correctifs parce qu'on sait bien que les homologations ne correspondent pas à l'usage réel. On fait des correctifs, mais on fait des correctifs qui sont faits un petit peu au doigt mouillé. Il faudrait, et il y aurait une nécessité qu'on puisse avoir et Airparif peut le faire, hein, c'est une simple question de moyens, que l'on puisse de temps en temps calculer l'émission dans la vraie vie des véhicules de telle sorte qu'on puisse avoir les modèles les plus précis possibles. Il ne s'agit pas de faire des homologations. Même si les homologations sont faites en conditions réelles, ça ne nous donnera pas les conditions d'utilisation parce que les véhicules vieillissent, parce que les gens conduisent d'une manière ou d'une autre. Et donc, je terminerai là-dessus. Si on veut pouvoir mettre en place les efforts supplémentaires nécessaires pour qu'il n'y ait plus, en Île-de-France, plus d'1 million de franciliens exposés à des normes qui dépassent ce qui est défini par l'Europe, il serait important qu'il y ait une petite montée dans la capacité d'analyser exactement d'où viennent les émissions et donc notamment l'usage des véhicules en utilisation réelle par les moyens des moyens légèrement nouveaux. Ce n'est pas des grosses sommes au niveau financier. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette contribution. Donc vous faites un travail plutôt très robuste en termes scientifiques, mais vos simulations sont entachées du fait que vous n'avez pas ces mesures réelles des émissions. Merci de l'avoir dit aussi clairement. Monsieur Manueli, derrière vous, a souhaité prendre la parole. Ah, pardon, qui ? Monsieur. Oui, monsieur Le Bigot, pour le compte des constructeurs automobiles et du CCFA. Simplement, je voulais faire un propos liminaire. Il faut vous approcher du micro. Donc, oui. La règle, c'est d'appuyer sur la petite touche rouge qui est à côté du micro. Elle est appuyée. Voilà, excusez-moi, je n'avais pas mis le micro assez près. Simplement, je voulais faire un propos liminaire relatif aux enjeux qui guident les innovations technologiques des constructeurs automobiles et sur lesquels s'appuie également la réglementation et quels sont les fruits finalement de sévérisation successive de la réglementation en matière de réduction d'émissions de CO2 et de polluants. Donc les constructeurs automobiles sont engagés depuis de nombreuses années dans un processus d'amélioration permanente de leurs produits sur le plan environnemental, ceci afin de répondre aux enjeux de changement climatique, d'efficacité énergétique, de diversification énergétique et bien sûr de qualité de l'air. C'est un continuum d'amélioration permanente guidé par la réglementation et introduite à chaque lancement de nouveaux modèles. Dans cette démarche, les constructeurs dépensent une part très importante de leur budget de R&D pour mettre à bord des véhicules des technologies très efficaces et au meilleur coût. Au meilleur coût, c'est important parce que c'est tout d'abord une performance d'ingénierie et c'est également très vertueux sur le plan environnemental car c'est favoriser le renouvellement des vieux véhicules polluants du parc par des véhicules plus récents et moins polluants. Alors ce qui est important de constater, c'est que les sévérisations successives de la réglementation et les technologies associées que nous avons mises en œuvre pour y répondre ont été profitables à la réduction des émissions de CO2 et de polluants, puisque si je me base sur le rapport de la Commission des comptes des transports de la Nation, en France, les émissions totales des véhicules particuliers, qui représentent 75% de la circulation en France, ont baissé de 10% depuis 2004, alors que dans le même temps, la circulation a cru pour les véhicules particuliers de 2%. Pour les émissions de polluants, le CITEPA, sur lequel s'appuie également la Commission des comptes des transports de la Nation, établit qu'à l'échelle nationale, les émissions d'oxyde d'azote ont diminué de 45% et les émissions de particules de 48%.
un point important à signaler, c'est que Qu'est-ce qui fait les mesures? Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure. le CITEPA réalise des inventaires pour le compte des pouvoirs publics sur la base d'une méthodologie qui est mise à disposition par l'Agence européenne de l'environnement. Et cette méthodologie, elle prend en compte les facteurs d'émissions réelles, les émissions réelles des véhicules. Donc les 48% et les 45% de réduction d'émissions sont basés sur des émissions réelles de véhicules. Alors ceci étant dit, effectivement, il n'y a pas de corrélation directe entre la baisse des émissions et l'amélioration de la qualité de l'air, puisqu'on observe toujours des dépassements d'objectifs de qualité de l'air en zone urbaine. Alors sur ce plan, je crois qu'il faut retenir que la pénétration des nouvelles technologies dans le parc automobile se fait au rythme de son renouvellement, qui est de 6% par an. Le parc a environ 8,7 ans précisément d'âge en moyenne, ce qui fait que les innovations technologiques présentes sur les véhicules neufs pénètrent dans le parc très lentement. Enfin, sur le sujet des émissions en usage réel, on va en reparler sans doute, mais la procédure d'homologation européenne vient d'être modifiée pour introduire un essai d'émissions de polluants sur route ouverte. Par ailleurs, le cycle actuel NEDC, qui est largement critiqué sur son manque de représentativité des conditions d'usage réel des véhicules, va être remplacé prochainement par le WLTP, qui lui a été construit pour être plus représentatif des conditions d'usage réel. Il est notamment plus dynamique sur les accélérations qui seront prises en compte lors de cet essai et est réalisé à une température moyenne de 14 degrés, qui est la température moyenne de l'Union européenne. Donc en synthèse... Oui. En synthèse, voilà, je crois qu'on peut juste dire que la réglementation et les efforts technologiques des constructeurs associés ont porté leurs fruits quant à la réduction des émissions des véhicules. Je parle bien de réduction des émissions des véhicules et pas de qualité de l'air, et continueront de l'être donc avec les nouvelles réglementations à venir. Merci beaucoup. Le débat s'anime. Monsieur Queno, puis Madame Anési Maïsano, puis Monsieur Lang là-bas. Et d'autres intervenants. Bonjour, donc François Cuneau de Transport et Environnement, une ONG bruxelloise qui travaille sur toute la réglementation européenne en matière de transport et d'environnement. Donc, moi, je vais revenir un peu sur l'écart important donc observé entre la vie réelle et les cycles. Donc, contrairement à ce qui a été dit auparavant, on voit qu'au niveau des oxydes d'azote, donc le cas pour lequel Volkswagen a été pincé, on est aujourd'hui, pour les véhicules de dernière génération Euro 6, pratiquement à des niveaux de véhicules Euro 3 au niveau des diesels dans la vie réelle. Donc, il y a eu très peu de progrès. Donc là, le renouvellement de la flotte n'apportera a priori que très peu de gains. Donc je vais revenir un peu comment on explique l'écart. Donc nous on a identifié 3 aspects à travailler pour réduire cet écart. Donc le test qui est fait aujourd'hui, on sait que le test en laboratoire est obsolète, donc il faut le renouveler. C'est en partie le cas, c'est en train d'être fait au niveau européen, même s'il y a encore des lacunes assez importantes. Quel véhicule on teste? Aujourd'hui on sait que le véhicule au niveau de l'homologation est un véhicule de pré-série spécialement préparé par les constructeurs qui l'appellent même Golden Car. Donc qui veut bien dire ce que c'est. C'est un véhicule qui vraiment est aux petits oignons pour passer le test d'homologation, même si après il y a des tests de conformité de production en circulation également, mais ils sont largement sous le contrôle des constructeurs. Et le troisième aspect, le plus important, j'espère qu'on y reviendra. Il y a un écart entre le véhicule qui est testé et le véhicule qui est produit en chaîne oui, c'est pour sur ça la qu'il y chaîne a après. Oui, bien sûr, oui, c'est des véhicules spécialement préparés. Par exemple, pour les émissions de CO2, les pneus sont surgonflés, l'alternateur est débranché, la batterie est chargée à bloc. Il y a tous ces petits aspects qui sont a priori pas totalement illégaux, qui sont dans le flou législatif, qui sont en train d'être un peu travaillés pour les réduire, même s'il y a pas mal d'États membres, dont la France, qui ont demandé à ce que ça continue pour le nouveau test WLTP, ce qu'on dénonce évidemment. Et donc le troisième point, c'est qui fait le test. Et aujourd'hui, donc les agences d'homologation, on pourra peut-être y revenir, mais on voit qu'il y a des conflits d'intérêts assez importants potentiels entre les agences d'homologation nationales et les constructeurs automobiles. Il y a eu un article qui est sorti, donc l'agence d'homologation anglaise, le VCA, a son chiffre d'affaires qui dépend de 70% des constructeurs automobiles. Et cette part du chiffre d'affaires est passée de 50 à 70% en 10 ans, et ça représente de mémoire 70 millions de livres sterling. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a des enjeux commerciaux considérables pour les agences d'homologation, dont le chiffre d'affaires provient en grande partie des constructeurs automobiles. Bon, je vais m'arrêter là, j'espère que j'aurai d'autres aspects. Pour une fois, je respecte mon temps. Merci pour cette présentation très structurée. La parole est maintenant à Madame Isabella Anessi Maïsano. Oui, moi, c'est le point de vue de la santé. Je voudrais qu'on fasse une différence. Donc vous êtes directeur de recherche à l'INSERM et directeur de l'équipe d'épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires.
Oui, merci. Donc, je voudrais qu'on fasse une différence entre les émissions et les concentrations. Donc, on parle beaucoup, notamment l'Agence européenne de l'environnement, de ces émissions qui sont calculées le plus souvent sur un plan qui est théorique. Nous allons affaire avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui parle de microgrammes par mètre cube, c'est-à-dire des concentrations qui sont mesurées. Alors, quand on va voir à ces concentrations, à l'échelle moyenne d'une ville, on peut voir une évolution, mais ce qui se passe dans la vie réelle, parce que je pense que c'est le clou ici de la question, c'est qu'il y a des endroits où ces concentrations ne baissent pas. Ces concentrations, voire dans certaines situations, inversion des températures, etc., augmentent. Et ce qui se passe aussi, c'est que nous avons des valeurs qui ont été préconisées par, d'un côté, l'Organisation mondiale de la santé, mais même l'Europe, et qui devraient être protectives, disons, de l'état de santé, et que souvent, ces concentrations ne sont pas respectées. Et je vais un peu plus dans la partie santé. Nous savons bien que nous ne sommes pas tous égaux face à la pollution et qu'il y a des groupes de la population qui sont plus susceptibles des autres, les enfants, les personnes âgées, les personnes qui souffrent déjà de certaines pathologies. Et ça, on le voit au niveau des hôpitaux, quand il y a ces valeurs qui ne sont pas respectées, ben, nous avons plus d'admissions hospitalières, plus de problèmes. Donc,